Un pas vers la Lune. Cette phrase en apparence inspirante reflète une ambition que de nombreuses organisations ont envisagée sans qu'aucune ne soit parvenue à la concrétiser. Le concept a été discuté et analysé pendant des décennies, mais il n'a jamais dépassé le stade de la théorie pour entrer dans une mise en œuvre pratique. Aujourd'hui, cette idée est revisitée à travers l'immense potentiel du Starship de SpaceX. Dans le même temps, une question importante se pose, naturellement. Starship ne nécessite-t-il pas plusieurs opérations de ravitaillement pour accomplir des missions de longue distance? Si tel est le cas, comment SpaceX prévoit-elle de faire évoluer Starship afin de permettre un voyage direct vers la Lune? La réponse nous conduit à un concept audacieux et ambitieux connu sous le nom de Nova Starship. Cette possibilité est importante car l'histoire ne s'arrête pas. Les États-Unis ont remporté la course à la Lune au siècle dernier et cet exploit est largement reconnu dans le monde entier. Cependant, cette victoire historique ne signifie pas que la compétition actuelle puisse être ignorée ou considérée comme un chapitre clos. La concurrence d'aujourd'hui est fondamentalement différente de celle qui a marqué l'ère Apollo. Il ne s'agit plus d'une course axée sur de brèves visites, des gestes symboliques ou des retours rapides sur Terre. Il s'agit désormais d'une course centrée sur l'établissement à long terme, des opérations soutenues et la création d'une présence humaine permanente au-delà de notre planète. Ce changement d'objectif transforme à la fois le défi et les enjeux. En raison de cette évolution, dépasser ses rivaux reste d'une importance cruciale, en particulier la Chine, et arriver plus tôt revêt une signification stratégique, technologique et géopolitique immense. Tout aussi important est la manière dont l'humanité choisit d'y parvenir. L'architecture de missions sélectionnée aujourd'hui façonnera directement ce qui sera possible demain, notamment la rapidité de construction des infrastructures, la fréquence de rotation des équipages, la quantité de fret pouvant être livrée et le degré de durabilité que les opérations lunaires pourront atteindre à terme. En regardant en arrière les missions, Apollo reposait sur une approche multiphase soigneusement structurée. Le module de commande habité et l'atterrisseur lunaire étaient lancés ensemble, suivis de phases de séparation, de descente de remontée et de rendez-vous en orbite lunaire. Les équipages passaient d'un véhicule à l'autre avant l'atterrissage sur la Lune, puis de nouveau après le retour en orbite. Cette méthode, connue sous le nom de rendez-vous en orbite lunaire, constituait une solution remarquable, compte tenu des limites technologiques de l'époque. Malgré des avancées spectaculaires dans les domaines de l'informatique, de la propulsion des matériaux et de l'automatisation, les programmes lunaires habités modernes ne se sont pas fondamentalement affranchis de cette structure multiphase. Le programme Artemis de la NASA en fournit un exemple clair. Artemis repose toujours sur deux lancements majeurs pour chaque mission d'atterrissage habité. Le Space Launch System transporte le vaisseau Orion et son équipage, tandis que l'atterrisseur lunaire est lancé séparément par un partenaire commercial. Ces atterrisseurs incluent le système d'atterrissage humain Starship de SpaceX, dérivé de Starship, ainsi que l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui volera à bord de New Glenn. Dans cette architecture, les équipages doivent toujours effectuer des transferts de véhicules en orbite lunaire, répétant un processus qui ressemble étroitement aux opérations de l'ère Apollo. À cela s'ajoute le fait que la taille imposante de Starship nécessite plusieurs opérations de ravitaillement en orbite terrestre avant de pouvoir poursuivre vers la Lune. La Chine suit une philosophie similaire. Ces missions lunaires habitées prévues reposent également sur au moins deux lancements. Deux fusées, Long March 10, livreront séparément un vaisseau habité et un atterrisseur lunaire. Une fois encore, des rendez-vous et des transferts d'équipage ont lieu en orbite lunaire, introduisant la même complexité opérationnelle que celle observée dans les programmes occidentaux. À première vue, cette approche paraît logique. Diviser une mission en plusieurs étapes spécialisées permet à chaque véhicule de se concentrer sur un rôle précis. En théorie, cela améliore la redondance et augmente la fiabilité. En pratique, toutefois, cette architecture introduit plusieurs inconvénients majeurs. Premièrement, chaque phase supplémentaire accroît la complexité globale. Or, une complexité accrue ne réduit pas automatiquement les risques. Dans de nombreux cas, elle les amplifie. Chaque rendez-vous exige une navigation précise, des communications irréprochables et un synchronisme parfait. Chaque transfert d'équipage ajoute un point supplémentaire, ou une défaillance pourrait compromettre la mission. Les systèmes de ravitaillement en orbite ajoutent encore davantage d'incertitudes. Le concept de remplissage de Starship, bien qu'innovant, a fait l'objet de critiques en raison du nombre de lancements requis dans une fenêtre temporelle restreinte, de la nécessité de multiples opérations d'amarrage et de la difficulté de stocker des ergols cryogéniques dans l'espace sans perte excessive par évaporation. Deuxièmement, les missions multiphases exigent une coordination étroite entre plusieurs véhicules contractants et organisations. Ce niveau de coordination doit être d'une précision absolue. De petites erreurs de planification, d'intégration ou d'exécution peuvent rapidement se transformer en problèmes majeurs.
Troisièmement, le coût devient une préoccupation dominante. Artemis l'illustre clairement. La NASA a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour développer le Space Launch System Orion, les infrastructures de lancement mobile et les systèmes au sol associés. Des contrats supplémentaires sont nécessaires pour les atterrisseurs commerciaux, chacun comportant ses propres risques de développement et calendrier. Les dépassements de coûts et les retards figurent parmi les critiques les plus fréquentes du programme. Ces défis soulignent la nécessité d'une solution plus directe. Idéalement, l'humanité a besoin d'un moyen d'aller directement sur la Lune sans dépendre d'une longue chaîne de phases et de transferts de missions. Une telle approche est-elle réaliste? En laissant de côté les concepts fictifs empruntés aux films et aux bandes dessinées, il n'existe qu'une seule réponse pratique. Elle consiste à construire un véhicule suffisamment puissant pour accomplir la mission au sein d'une architecture unique et intégrée. Fait intéressant, cette idée n'est pas nouvelle. Au cours des premières années de la course à l'espace, la NASA a étudié une famille de lanceurs massifs, connus sous le nom de NOVA. Ces fusées étaient conçues pour envoyer des charges utiles extrêmement lourdes directement vers la Lune. Nova partageait certaines similitudes de conception avec Saturne V, mais devait être nettement plus grande et plus puissante. L'un des concepts les plus remarquables était la Nova 8L. Cette configuration remplaçait les 5 moteurs F1 de Saturne 5 par 8. Elle aurait généré environ 5520 tonnes de poussée au décollage, permettant à la fusée de livrer environ 68 tonnes de charge utiles directement sur la Lune. D'autres variantes de Nova exploraient des idées encore plus ambitieuses, notamment des étages supérieurs à propergol solide et des concepts de propulsion nucléaire portant potentiellement la capacité de charge lunaire à environ 75 tonnes. En fin de compte, Nova n'a jamais été construite. La NASA a choisi Saturne V et son architecture multiphase basée sur le rendez-vous en orbite lunaire. Compte tenu des réalités politiques, financières et technologiques de l'époque, cette décision était compréhensible. Aujourd'hui, cependant, le paysage stratégique a changé. La vitesse, l'échelle et la durabilité sont désormais primordiales, rendant le concept d'un super lanceur capable d'aller directement vers la Lune de plus en plus attrayant. Alors quel véhicule pourrait réellement remplir ce rôle? À l'heure actuelle, aucun candidat ne s'impose plus clairement que Starship. Starship est le lanceur le plus grand et le plus puissant jamais construit. Son système de propulsion continue d'évoluer à un rythme rapide. Après que le Raptor 2 a atteint environ 230 tonnes de poussée par moteur, SpaceX vise désormais le Raptor 3 avec un objectif d'environ 280 tonnes. Des rapports et des discussions internes suggèrent que des versions encore plus puissantes, approchant les 330 tonnes de poussée, pourraient avoir le jour à terme. Pris individuellement, ces moteurs restent inférieurs au légendaire moteur F, qui produisait environ 690 tonnes de poussée. Toutefois, la philosophie de SpaceX privilégie le nombre, la redondance et la scalabilité plutôt que la force brute d'un seul moteur. Starship a été conçu pour accueillir un grand nombre de moteurs. Avec 33 Raptors, même la configuration Raptor 2 délivre environ 7590 tonnes de poussée totale. Les améliorations prévues pour la version F3 devraient porter ce chiffre à environ 9240 tonnes d'ici 2026, tandis que SpaceX a indiqué que la version V4 pourrait dépasser les 10 000 tonnes de poussée. À titre de comparaison, Saturne V produisait environ 3450 tonnes de poussée au décollage. Même les concepts Nova les plus ambitieux resteraient en deçà des performances projetées de Starship. L'avantage de Starship ne se limite pas au premier étage. Son étage supérieur utilise 6 moteurs Raptor Vacuum, offrant des niveaux de poussée supérieurs à ceux envisagés pour les étages supérieurs de Nova. Cependant, la puissance brute seule ne suffit pas. La capacité de charge utile est tout aussi essentielle, et c'est là que Starship excelle. Nova devait livrer entre 68 et 75 tonnes vers la Lune. Les configurations futures de Stargate Cumulus de Starship visent des capacités de charge utiles de 100 à 200 tonnes en orbite tout en restant réutilisables. En mode consommable, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Bien que ces valeurs correspondent à une charge utile orbitale plutôt qu'à une livraison directe vers la Lune, même une fraction de cette capacité envoyée vers la Lune rivaliserait ou dépasserait les objectifs initiaux de Nova. Cette capacité de charge utile immense constitue la force déterminante de Starship. Elle permet la construction rapide d'infrastructures lunaires, la livraison d'équipements lourds et le soutien à une présence humaine de longue durée. Des atterrisseurs plus petits peuvent contribuer, mais ils ne peuvent égaler cette échelle ni cette efficacité. La version lunaire de Starship améliore encore les performances en supprimant les composants inutiles pour un retour sur Terre tel que le bouclier thermique. La réduction de masse améliore directement l'efficacité et augmente les marges de charge utiles.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font de Starship la plateforme la plus viable pour ressusciter le concept Nova sous une forme moderne. Cependant, réaliser une véritable mission directe vers la Lune, sans ravitaillement, nécessiterait des changements majeurs. Tout d'abord, SpaceX devrait repenser l'allocation des ergols. Starship a été conçu dans une optique de réutilisation, ce qui impose de réserver du carburant pour les atterrissages du booster et du vaisseau. Une mission lunaire directe abandonnerait probablement toute récupération du booster, privilégiant la performance à la réutilisation. Dans ce scénario, Super Heavy fonctionnerait à poussée maximale afin de propulser le ship aussi loin que possible. L'étage supérieur poursuivrait ensuite directement sa trajectoire vers la Lune, selon un profil soigneusement planifié. Même cela pourrait ne pas suffire. Une solution fréquemment évoquée consiste à ajouter des boosters latéraux à l'image de Falcon Heavy. L'ajout de 2 boosters Super Heavy supplémentaires augmenterait considérablement la poussée et la capacité en ergol. Cette configuration pourrait fournir suffisamment d'énergie pour permettre au ship d'atteindre la Lune sans ravitaillement. Elle éliminerait également la nécessité de cadences de lancement rapide, de dépôts orbitaux et du stockage cryogénique de longue durée dans l'espace. Le profil de mission serait plus simple et plus direct, le ship atteignant rapidement la vitesse orbitale avant de passer sur une trajectoire de transfert à faible énergie vers la Lune. Au-delà des étages inférieurs, des améliorations pourraient également être apportées à l'étage supérieur. Un concept envisage l'intégration d'un troisième étage dans la soute de Starship. Cet étage ne s'activerait qu'à proximité de la Lune, fournissant une poussée supplémentaire sans modifier le système de propulsion principal de Starship. Il pourrait fonctionner à la fois comme un vaisseau spatial et comme un atterrisseur assurant la descente de l'équipage. Une fois sa mission accomplie, il pourrait ramener l'équipage en orbite terrestre en s'appuyant éventuellement sur Dragon pour la récupération finale si les ergols sont épuisés. Pendant ce temps, Starship lui-même conserverait suffisamment de carburant pour se poser à la surface lunaire. Une fois sur la Lune, la cargaison pourrait être déchargée pour soutenir les opérations de surface. Sans ergol restant pour une remontée, le véhicule pourrait être réaffecté comme élément d'une base lunaire permanente, fournissant volume pressurisé, support structurel et protection. Cette approche est-elle réaliste? Est-ce la solution la plus efficace? Ce sont des questions ouvertes qui méritent une réflexion approfondie.